également certains moyens de recours parfois plus modérés n'ont pas pu prospérer. Généralement, la grève, c'est aussi le signe d'un ras-le-bol. Et puis, il faut le dire aussi, quand on est dans des situations de grève, en réalité, c'est parfois pas de gaieté de cœur. C'est parfois parce qu'on a été vraiment saturé, poussé à bout dans les derniers retranchements, et parfois on pense que c'est le seul recours qu'on peut avoir. On est d'accord, on reconnaît que les problèmes posés sont fondés. Maintenant, ma question, est-ce que les chemins qui sont suivis, les moyens qui sont utilisés conviennent? Est-ce que ça peut aider à régler le problème? Ça peut contribuer à régler le problème, parce que Patrick l'a relevé tout à l'heure, il y a au moins une plateforme de négociation qui est en cours, et je pense que c'est une grande victoire pour les instigateurs de cette grève-là, de pouvoir s'asseoir au plus haut niveau, parce que c'est quand même sous les auspices du Premier ministre. C'est pas une affaire qui est réglée au niveau sectoriel seulement par chacun des ministres concernés, mais on a quand même une mobilisation au plus haut niveau du gouvernement. Je pense que dans l'échelle des règlements de ces types de problèmes, c'est quand même le top niveau. Il faut se réjouir de cela, et c'est pour cela que je voudrais un peu déplorer... Même si de l'avis des organisations syndicales, c'est des solutions cosmétiques. C'est une façon de réagir par rapport à cela tout à l'heure. C'est une façon de faire. N'oublions pas que quand nous sommes sur une table de négociation, et puis nous sommes dans des préliminaires. Patrice l'a reconnu, on est encore en train d'établir le programme de travail. C'est difficile, et je vais dire c'est illusoire de penser qu'à la première ou deuxième ou troisième rencontre avec le Premier ministre ou son représentant, qu'on puisse sortir de là avec une solution, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, avant de penser au paiement, avant de penser au reclassement, avant de penser à tout ce que vous voulez, il faut déjà établir, recenser, comptabiliser, savoir à quoi nous avons affaire. J'ai vu, on a évalué à peu près le stock de créances, de dettes, à peu près 180 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est exhaustif? Parce qu'il y a des situations particulières. Je connais une dame qui est enseignante, par exemple à Douala, qui, depuis 19 ans de carrière, n'a jamais été reclassée. Par exemple, n'a jamais bénéficié de certains avantages, de certaines primes. Après 10 années de carrière, lorsqu'elle a voulu s'intéresser à ces primes, après 5 années de carrière, on lui a dit, Madame, sur les 5 dernières années, vous oubliez, nous allons geler et nous allons commencer à vous payer à ce moment-là. On va poser cette question tout à l'heure. Oui. Le syndicat national des enseignants du supérieur a donné l'alerte aussi. Le SINES appelle le gouvernement à solder sa dette académique colossale. Il faut débloquer ici le paiement des droits pour les heures supplémentaires, l'encadrement des mémoires et thèses, ainsi que les vacations. Il y a bien d'autres revendications. Mais c'est beaucoup de choses, docteur Lekombo, pour l'État qui a une trésorerie très limitée. Oui, l'État a une trésorerie très limitée. En même temps aussi, il y a des problèmes sécuritaires qu'il ne faut pas oublier. Donc l'État subit des tensions de trésorerie. La crise sanitaire aussi. Il y a une crise sanitaire, j'allais en venir. Il y a déjà les problèmes sécuritaires, certains ont tendance à l'oublier. La crise sanitaire a fait semblant. L'État est en face d'enjeux qui fait que effectivement les questions internes sont un peu je ne dirais pas reléguées au second plan, mais de moins d'importance, moins urgente, si on peut s'exprimer ainsi. Donc l'État part au plus pressé sur des questions pour lesquelles il ressent une pression particulière. Alors le SINES fait bien de se positionner par rapport au mouvement de grève des enseignants, du mouvement OTS. Le SINES fait bien de se positionner parce qu'effectivement, il n'y a pas que dans le primaire et le secondaire qu'il y a des problèmes au niveau de l'enseignement. Il y a aussi l'enseignement supérieur. Je pense que ce qui est bien, on l'a souligné tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mentionner à l'actif du gouvernement, qu'il y a ouverture des négociations.
Et ces négociations-là, c'est très important pour les acteurs sociaux de sentir que ceux qui doivent prendre la décision sont sensibles aux revendications et que les revendications sont fondées. Autant le droit de faire une grève est un droit, autant il y a aussi qu'il faut assurer le service minimum. Je pense que en citoyen, on doit pouvoir trouver des éléments qui permettent de s'entendre, d'avoir un consensus. Nécessairement, tout le monde ne sera pas, toutes les revendications ne seront pas adressées par l'État. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a d'autres. Je vais relayer une opinion, ça vient des organisations syndicales qui estiment que le ministre de la fonction publique a proposé tout de suite après un début de solution. Pourquoi est-ce que les autres ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi de cette manière? Vous l'expliquez comment? Non, le problème, c'est que je viens de le dire, le gouvernement, les différents départements ministériels doivent gérer d'autres urgences. Et que effectivement c'est une situation qui est imprévue. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas nécessairement, certes il y avait peut-être des préavis ou alors le gouvernement était informé d'une manière ou d'une autre par des informations qui remontent nécessairement que ça devait arriver. Il faut, comme toute activité sociale, l'État doit pouvoir manager une situation et faire face. Ce que je veux dire, c'est que les solutions, il faut aussi le dire à ceux qui font grève, que les solutions, tout ne sera pas réglé aujourd'hui. L'État ne pourra pas régler tout aujourd'hui. Ça ne sera pas possible au vu des challenges que l'État a aujourd'hui avec la crise sanitaire qui n'est pas terminée, avec la situation sécuritaire mondiale qui commence à s'enliser. Le service de la dette, il faut recommencer à payer. Et effectivement, il y a effectivement 113 milliards par mois. Cette situation financière mondiale avec le FMI et la Banque mondiale, le Cameroun est dans un programme où tout de suite il va falloir commencer à faire face aux créances. Ça ne sera pas facile. Il faut tenir à tous les acteurs sociaux le langage de la vérité et je me réjouis déjà que les négociations se fassent à un niveau supérieur, c'est-à-dire le Premier ministre lui-même est en négociation avec tous ceux qui sont des acteurs sociaux. On va simplement espérer qu'un modus vivendi puisse être trouvé pour que tout reprenne sans problème. Je voudrais dire une chose, placer un mot pour dire que vous-même, vous avez vu que la situation s'embrase en ce moment. Parce que si le supérieur entre en jeu, ça veut dire que c'est tout le système éducatif. Ils ont dit si le gouvernement commence à payer, non pas commencer. Et justement, j'ai dit si. Et c'est leur rôle, le rôle du syndicat. Évidemment. Voilà. Et je crois que au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il y a une question maintenant de temps, parce que au fur et à mesure que le temps passe, ce sont nos enfants qui perdent. Parce que c'est ça, voilà la conséquence directe. Parce qu'il faut trouver rapidement la solution pour que l'école revienne à la normale. Et pour cela, il faut vraiment, je crois que le gouvernement a toutes les possibilités pour trouver des solutions immédiates. Et pour ces solutions immédiates, il va falloir justement éviter aussi de tomber dans ce qu'on a toujours vu, parce qu'après on va créer un comité ou bien de réflexion et autres. Et c'est comme ça que l'affaire va commencer à traîner. Entre-temps, les enseignants seront mécontents. Et je vous l'ai dit ici, aucun enseignant, pour qu'un enseignant puisse vraiment dispenser le cours, ou bien puisse, n'est-ce pas, donner le savoir, transmettre le savoir aux élèves, il faut qu'il soit déjà psychologiquement bien. Ça veut dire que les problèmes, il les a évacués de la tête, de sa tête, et puis là, il peut être bien pour aller à l'école enseigner, étant gai. Et moi, je crois que... Vous voulez me dire que c'est du public qui sont maltraités? Parce que dans le privé, quand même, les classes écoutez, les classes vous avez continuent. vu que de nos jours, beaucoup d'enseignants du public ont la tendance à aller plus dans des instituts privés ou bien des écoles privées, parce que là-bas, ça ne traîne pas. C'est un contrat. Il y a beaucoup d'argent à gagner, c'est ça? Bon, pas nécessairement. Les conditions du travail sont bien meilleures. Quand un enseignant trouve que ce qu'on lui propose peut lui permettre justement de tenir, il accepte, et puis c'est une affaire de contrat. Parce que si on ne paye pas, il arrête du coup. Et donc, les promoteurs de ces instituts privés sont tenus de tout faire pour mettre ces enseignants à l'aise. Et donc, moi, je voudrais aussi par là dire qu'il va falloir qu'on essaye vraiment d'éviter aussi, parce qu'au Cameroun, nous sommes habitués, il y a des priorités.
Il y a des priorités, il y a des dépenses prioritaires. Parce que quand il y a une situation comme celle-là et qu'à côté, quand un enseignant lance un coup d'œil et se rend compte que peut-être, je n'ai rien contre, que peut-être les administrateurs sont logés à la bonne enseigne. Vous voyez des 4x4 qu'on partage, qu'on distribue, ou bien qu'on met à la disposition. On dote, les administrateurs sont dotés, n'est-ce pas, de gros véhicules dernier cri. De fonctions. Et de fonctions. Donc vous comprenez que l'État a fait une dépense quelque part. Et puis, est-ce que ces véhicules, par rapport à l'enseignement qu'on doit dispenser à nos enfants, est-ce que ces véhicules sont prioritaires? Je voudrais ajouter quelque chose. Attendez, je voudrais quand même relever par rapport aux revendications, lever une équivoque. Il ne s'agit pas des revendications inconnues aux nouvelles. Il s'agit des revendications régulières, légitimes, classiques, qui sont adossées sur les termes, sur des actes, j'allais dire officiels, en parlant des compléments de salaire, en parlant des reclassements, en parlant des paiements des arriérés dus à la correction des examens, etc. Donc, je pense que toutes ces revendications, en principe, ne sont pas, j'ai envie de dire, négociables dans la forme. Donc, en principe, le gouvernement va devoir y répondre, parce que si on n'y répond pas, on ne fait que les différer sur le temps, comme cela a été fait par rapport à tout ce qui donne cette créance, ce stock de 180 milliards. Et donc, c'est important de le dire. Ce que je voulais également relever, c'est que la grève, c'est un projet. La grève, ça se pense, ça se planifie, ça s'exécute, ça s'évalue également, ça sait s'arrêter. Il faut comprendre que quand on commence une grève, ce n'est pas de manière hasardeuse. Et donc, par rapport aux instigateurs, à tous ceux qui sont dans ce mouvement de grève, il faudrait dire que il faudrait s'inscrire dans ce jeu de négociation. Vous tournez peut-être en rond, il faut dire que quand le mouvement va passer, il faut bien que quelqu'un paye la note. Et qui va payer cette note? C'est le parent, c'est l'élève, c'est l'enseignant. C'est même ça que je voulais évoquer sans vous arrêter, parce que l'école est un peu arrêtée depuis le 3 février. Depuis le 3 février, encore à la sortie déjà, n'est-ce pas, du temps mort de la CAN. À la sortie du temps mort de la CAN. Moi, en tant que parent d'élève, en tant que président, je suis inquiet. Je suis inquiet étant donné que jusqu'ici, les problèmes qui ont été posés n'ont pas trouvé solution. Or, moi, je veux que les enfants reprennent l'école. Pour que les enfants reprennent l'école, il faut absolument que tout le monde, n'est-ce pas, s'engage, tout le monde s'engage à régler, n'est-ce pas, le problème qui est le leur. Je crois que pour une première fois, je l'ai dit, c'est vrai. Il y a des priorités parce que nous ne sommes pas encore sortis de la guerre. Il y a beaucoup à rendre d'un côté, il y a les problèmes de sécurité dans le nozo, ça fait effectivement dépenser beaucoup d'argent. Mais je crois que depuis l'avènement du renouveau, et même bien avant, c'est la première fois qu'une grève, n'est-ce pas, comporte autant de personnes responsables, autant d'enseignants responsables. Alors c'est un problème, je l'ai dit, c'est un problème exceptionnel, solution exceptionnelle. Il faut trouver une solution exceptionnelle. C'est ça, c'est la preuve que le problème est profond. On ne va pas ressasser les problèmes ici, c'est vrai. On ne doit pas ressasser les problèmes ici. Comme il disait, c'est vrai que quand il y a un problème pareil, il y a toujours, n'est-ce pas, des pêcheurs en eau trouble. Il y a toujours des pêcheurs en eau trouble. Ça, c'est évident. Mais ça n'enlève rien, n'est-ce pas, à la pertinence, n'est-ce pas, des problèmes que les enseignants ont posés. Et même à l'impertinence, n'est-ce pas, des problèmes, n'est-ce pas, qu'il va falloir résoudre. Et pour qu'on puisse avancer, parce que nous sommes, depuis le 3 février, nous sommes déjà le 6 mars. Oui. C'est le 6 mars aujourd'hui. Ça fait pratiquement un mois. Alors si ça continue, le mois donc tout le deuxième trimestre sera pratiquement à l'eau parce que c'est le 8 avril que nous sommes censés. Or le deuxième trimestre, c'est le trimestre où les enseignants sont censés faire un grand dosage dans les cours pour que les cours puissent être assimilés. Aussi bien en ce qui concerne les classes d'examen que les classes intermédiaires. Donc c'est une situation assez grave. Je voudrais partager cet avis d'un téléspectateur avec vous. Il dit ceci: reconnaissons quand même que l'État fait beaucoup d'efforts pour les enseignants. Certes, leur statut particulier n'est pas entièrement appliqué,
mais ils sont parmi les rares corps de la fonction publique bénéficiant d'un statut particulier avec certaines primes que d'autres corps n'ont pas. Il continue. En outre, l'État continue à recruter les étudiants des écoles normales supérieures, alors que depuis 2 promotions, par exemple, on ne recrute plus pour les médecins sortis du CUS ou des facultés de médecine. Il y a des enseignants qui ont au plus 3 ou 4 heures de cours par semaine et qui perçoivent entièrement leur salaire. C'est vrai, cela ne justifie pas des lenteurs administratives inimaginables avec des enseignants qui font 10 ans sans salaire. Mais est-ce que ce qui se passe actuellement là, je voudrais qu'on interroge les méthodes. Un enseignant qui souscrit à l'opération 20 sur 20, c'est-à-dire qu'ils font des épreuves, ils donnent 20 sur 20 aux enseignants, est-ce que ces méthodes concourent à régler le problème? Parce que nous le disons... C'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression, mais à la fin, il faudra payer la note. Qui va payer la note? Justement, parce que maintenant, il appartient à la partie d'en face de mesurer justement la conséquence. La partie d'en face fait valoir ses arguments. Ouais. J'ai la trésorerie limitée. Il y a la crise, il faut payer les dettes. Pendant le Covid, on nous a laissé, on n'a pas annulé cette dette-là, 113 milliards. Ça a repris depuis janvier. Hein? Il faut trouver de l'argent pour tout cela. Maintenant, les syndicats, ils semblent dire que c'est des solutions cosmétiques. Il peut dire 2 choses. Ouais. Il peut dire 2 choses. La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement ici l'État, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je suis le président des parents d'élèves. Je suis d'accord. L'État, parce que lorsque à la fin d'un mois, la masse salariale au Cameroun, c'est de 80 milliards. Une centaine en tout. Voilà, c'est de 80 milliards. Donc pour combien de fonctionnaires? Pour 340 000 fonctionnaires. 340 000 fonctionnaires. Dans les 340 000 fonctionnaires, il y a pratiquement 156 000 anciens. 156 000 anciens. Et quand on fait le calcul, c'est les statistiques nationales, hein, c'est ça, c'est l'Institut, n'est-ce pas, des statistiques nationales qui a sorti effectivement ces différentes statistiques. Ça fait pratiquement 42 milliards, je veux dire, pour les 156 qui sont du secteur éducatif. C'est déjà effectivement bien, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je crois que dans ce que nous... Il y a eu une série... On a accumulé un certain nombre de problèmes. On a accumulé un certain nombre de problèmes. En fait. Oui, qu'il faut absolument résoudre. Et lorsque l'État prend sur lui de donner 2/3 d'un salaire à un ancien, je ne sais pas à quoi ça correspond parce que ça n'a pas de nom, j'ai cherché. Je suis un homme de droit. Mais monsieur Ndondo, je pense que c'est en réalité parmi donc les sujets sur lesquels il faut tabler à présent. Tout à fait. C'est pour cela que les collectifs des enseignants et le gouvernement. Et je dis, cette plateforme qui se situe au niveau, c'est à ce niveau-là qu'il faut justement poser ces problèmes et pouvoir en sortir avec des gains plus sur le long terme. Parce qu'il ne faut pas éviter de tomber sur le coup de confondre la vitesse et la précipitation. On veut tout avoir aujourd'hui, mais on oublie qu'il faudrait planter les causes pour être... C'est vrai, l'État a des problèmes. L'État a des problèmes d'argent, nous savons. Mais est-ce que vous le comprenez? Oui, l'État a des problèmes d'argent. Je crois que les anciens sont des hommes responsables à qui, lorsqu'on explique, dans les différents problèmes qui ont été évoqués, lorsqu'on fait, n'est-ce pas, on peut faire, n'est-ce pas, la priorité et régler, n'est-ce pas, les urgences. Parce que ce qui est juste, ce sera plus engageant, n'est-ce pas, pendant que on est en train de tabler et que d'un côté, il y a la liste des gens qu'on est en train de payer. Là, je crois que ce machin automatique peut beaucoup aider. Mais il me semble que ça a été l'une des conclusions de la réunion du 1er mars au Premier ministère, où justement, on a établi l'ordre des priorités parlant de paiement, je crois en premier lieu, il y avait le paiement des salaires, il y avait ensuite le paiement des arriérés, il y a eu paiement, ils ont prévu payer les primes de logement, n'est-ce pas, à la fin du mois. Et en réalité, c'est avec vous que justement le gouvernement doit pouvoir... il ne faut pas avoir peur, de l'argent. Vous avez dit, il ne faut pas avoir peur parce que les enfants ont besoin effectivement de leur argent. Il faut pas avoir peur des solutions. Vous avez dit que chaque mois, l'État paye 113 milliards.
pour la dette. Oui, pour la dette extérieure. Oui. La dette extérieure. Oui. Vous savez comment la procédure se fait. Oui. Il y a ce qu'on appelle une institution au Cameroun, la Caisse autonome d'amortissement, n'est-ce pas, oui. qui s'occupe de ce genre de choses. Totalement. Alors, cette dette que l'État a est une dette intérieure, Oui. et que, parce que nous avons véritablement un problème exceptionnel, l'État peut prendre, l'État prend sur. C'est-à-dire avec la Caisse autonome de voir, ne serait-ce que d'aller s'endetter pour régler dans l'urgence ce problème. l'État même peut procéder vous le dites élégamment, n'est-ce pas, en fait. à l'emprunt obligataire, Voilà. étant donné que l'école c'est quelque chose quand même de très important. Oui. Il ne faut pas qu'on court vers, n'est-ce pas, vers une année blanche. Ce ne serait pas une bonne chose. Je vais m'adresser à un parce que enseignant. Oui. Nous, en tant que parents, nous mettons à la disposition de l'État tout ce qu'il faut pour que nos enfants, n'est-ce pas, aient des cours. Et vous, l'État, c'est vous qui employez, n'est-ce pas, les enseignants. Mais dans ce qui se produit, l'enseignant, il ne se reproche rien? Non. L'enseignant? Oui, non, l'enseignant réclame juste... Non, pas réclamer, il ne se reproche rien. Pas réclamer, il ne se reproche rien. Alors, moi, j'ai écouté le syndicat des revendications du syndicat des enseignants de l'éducation de base. Il y en a qui estiment que les dossiers d'avancement sont bloqués au ministère de l'éducation de base. Vous également, dans l'enseignement secondaire, c'est le même discours. Mais on sait quand même que dans ces administrations publiques, c'est les enseignants qui travaillent. C'est eux qui sont censés traiter ces sujets. Bien sûr. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas à cette corruption-là vous-même? Bien sûr que vous envoyez ça vers l'État. C'est les enseignants qui gèrent les enseignants. C'est ça qu'il faut dénoncer quand des enseignants, n'est-ce pas, vous le dénoncez en faisant quoi? Vis-à-vis des autres enseignants. Parce que, oui, c'est des choses qu'il faut dénoncer quand des enseignants se transforment en loups vis-à-vis des autres enseignants. Parce que ça rend le problème complexe et difficile à gérer. Ça rend le problème complexe, mais je crois que le Cameroun a beaucoup évolué. Et je crois que dans l'administration, de plus en plus, et depuis que nous sommes entrés dans la pandémie sanitaire, on a dématérialisé, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Mais même les procédures administratives ont été dématérialisées. Ça veut dire qu'il faut qu'on évolue. Ouais. Il faut qu'au niveau national, il faut qu'on trouve, n'est-ce pas, moyen sur le plan administratif de dématérialiser un certain nombre de choses qui puissent permettre, n'est-ce pas, de faciliter, n'est-ce pas, le service public. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des goulots d'étranglement, étant donné que chaque fois qu'on ne va pas dématérialiser, quand on va laisser la gestion des hommes, quand on va laisser les hommes gérer les autres hommes, ce sera beaucoup plus, n'est-ce pas, avec des goulots d'étranglement et des goulots de corruption. Docteur Bekombo, je m'adresse à un enseignant, mais je sais que c'est d'abord un citoyen. Cette situation que nous vivons, il y a une bonne opinion qui demande de faire un peu attention parce qu'on a toujours à l'esprit ce qui s'est passé en 2016. Ça a commencé comme ça à Bamenda et on s'est retrouvé là où nous sommes. C'est la raison pour laquelle je vous indiquais lors de ma première prise de parole que il faut faire très attention à l'environnement des revendications. Les revendications se passent dans un environnement spécifique pour l'État et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait le rappeler et rappeler cela aux partis parce que c'est les acteurs sociaux. Autant le droit de grève est un droit fondamental, autant aussi assurer le service minimum est aussi un droit pour l'État. Puisque l'État paye ses fonctionnaires-là, il faudrait donc que chaque parti puisse venir sur la table de négociation avec une stratégie. Je veux espérer que ceux qui négocient, autant pour les enseignants que le CINES qui a repris ce mouvement-là, ont une stratégie de négociation, ont au moins un minimum acceptable en tenant compte de l'environnement. C'est la raison pour laquelle je rappelais, j'insiste, qu'il faut tenir le langage de la vérité à ceux qui sont en ce moment en train de faire les négociations pour dire que l'État ne pourra pas tout régler aujourd'hui. Ça sera progressif. Ce n'est pas un langage de dupe que de le dire. C'est le langage de la vérité qu'il faut tenir. Ce ne serait pas responsable pour ceux qui mènent les négociations de faire penser à tous ceux qui sont membres de la coopération qu'ils auront tout de suite. Ça ne sera pas possible au vu des éléments que nous avons indiqués tout à l'heure. Je veux souhaiter simplement que le gouvernement puisse trouver un consensus minimum pour permettre que les élèves puissent recommencer à l'école et qu'on n'ait pas des scènes
comme celle qu'on voit où les enseignants effectivement ont décampé les salles de classe et les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que rien ne justifie que nous nous retrouvons dans ce genre de situation après tout ce que nous venons de traverser. Parce que nous passons quand même des moments difficiles. C'est pour ça que l'environnement doit être pris en compte. Certes, les revendications sont légitimes dans l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de problèmes pour la recherche, il y a beaucoup de problèmes au niveau des laboratoires, il y a énormément de problèmes, mais ça sera progressif. Moi, je pense aussi que l'État, en essayant de résoudre ce problème des enseignants du primaire et du secondaire, doit anticiper même déjà pour résoudre les problèmes du supérieur. Parce que si déjà la situation atteint le supérieur, imaginez-vous, on est dans une situation assez grave. Je ne sais pas si on mesure vraiment l'ampleur ou bien les conséquences. Parce que ça, on est déjà à plus d'un mois. Aux primes de recherche, je crois. On est déjà à plus d'un mois de grève. Et puis, on ne devrait pas... moi, je crois que le gouvernement doit tout faire pour que cette situation soit résolue. Pour moi, 3 conditions. Parce que là, je dis bien, je me mets un peu, je suis dans la peau de parents d'élèves. Je me mets dans la peau de parents d'élèves. Qu'est-ce que mon enfant devient depuis un mois? Est-ce que l'enfant a perdu peut-être des repères, des réflexes et autres? Donc, moi, je crois qu'il est temps de mettre un peu plus de célérité dans ce problème, dans la résolution. C'est la négociation, certes. Oui, mais on négocie, mais il faut donc vite négocier. Oui, on ne doit pas perdre le temps. Que les partis et tout faire, je dis bien tout faire. Tout ne dépend pas de l'État seul. Oui, tout ne dépend pas de l'État seul, je suis d'accord. Ouais. Ça dépend aussi des enseignants. Les négociateurs qui ne sont pas des fous. Tout de suite. Tout à fait. Moi, je pose 3 conditions. Ils n'ont pas tout de suite. Véritablement avancer. La première, c'est qu'il faut éviter l'enlisement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les 2 parties soient sensibles, ouverts déjà aux négociations. Et la preuve, c'est qu'il y a déjà eu ce contact-là qui a été établi avec un plan de travail qui trace déjà la voie. Et c'est pour cela que je déplore aussi le mouvement OTS qui a brillé par son absence à ces négociations, puisque j'ai vu qu'ils ont signé le communiqué, mais... c'est pour cela que certains pensent que derrière ces revendications, il y a un mouvement politique. Ça, c'est ma deuxième condition. Ce qu'il faut éviter également la récupération politique qui ferait perdre toute la légitimité, la crédibilité même des revendications qui sont posées. Et la dernière condition, c'est qu'il faut éviter la surenchère dans la discussion. Nous travaillons tous pour l'éducation. Les bénéficiaires de l'éducation, c'est pas le gouvernement, c'est les enfants. Même ces enseignants, ils ont des enfants. Et je pense que nous sommes tous sensibles. L'opinion adhère, soutient ce mouvement à partir de la légitimité des revendications qui sont posées. Quand vous voyez un enseignant qui fait 11 ans sans salaire, mon Dieu, vous vous dites comment il fait pour vivre. Et dans l'arrière-pays. Et donc il faut éviter, il faut être ouvert à cette négociation-là. Et comme je l'ai dit aussi, la plus grande victoire, c'est déjà au moins, et ça c'est l'une des rares fois qu'on voit cette rapidité d'assises, de dialogue, de discussion au plus haut niveau. On aurait bien pu laisser le MINESEC ou le MINEDUB gérer cela à son niveau, mais on voit bien que le Premier ministre s'est saisi de l'affaire. Cette affaire est déjà inscrite dans l'agenda du gouvernement. Je dois dire que peu importe la formule avec laquelle le gouvernement va trouver des solutions, ça peut être un emprunt obligataire comme vous l'avez suggéré, que vous pourrez même suggérer au gouvernement, ça peut être un paiement échelonné. Ce qui importe, comme je l'ai dit, toutes ces revendications en principe devraient être solutionnées parce que ce n'est pas des problèmes nouveaux, inventés, c'est des problèmes concrets qui sont adossés sur des actes réels et qui sont le gouvernement a l'obligation de gérer. Au-delà des avis que nous émettons sur ce plateau, on a bien voulu prendre l'opinion des autres Camerounais qui nous regardent sur cette question. Michel Renaud Ohanja est descendu sur le terrain. Regardons ce qu'il a ramené.
Les revendications menées ces dernières semaines par les syndicats et autres associations du secteur éducatif, à l'instar du collectif OTS, ont suscité nombreuses réactions. La vérité, c'est que la situation de l'enseignant aujourd'hui au Cameroun est un crève-cœur. Un crève-cœur parce que ce sont des gens qui ont mis du temps à apprendre. Ils sont allés à l'école, ils ont généralement des têtes bien faites. Et c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Parce que vous savez qu'à l'école normale, comme à l'INIEJ, il n'y a pas de bourse pour cela. Au bout de quelques années, on se rend compte que celui pour qui on a mis tant d'efforts, celui-là même qui lui-même s'est sacrifié pour apprendre, continue à être non seulement un besogneux, mais un parasite à la limite. Donner une chance à l'école en accordant aux enseignants des meilleures conditions de travail et de vie est l'objectif de ces revendications. Dans l'arrière-pays, moi-même, j'ai un ami, il est enseignant dans un village là. C'est chaque jour qu'il mange à la maison. Sa femme est grosse, c'est moi qui lui prête un peu d'argent pour le trousseau. C'est pas tout à fait normal, alors que quelqu'un travaille. Pour l'opinion, cette question mérite une attention soutenue. Chacun d'entre nous, dans son domaine, dans sa maison, dans sa famille, est un éducateur. Nous sommes pour que le gouvernement trouve les solutions à nos maîtres, à nos professeurs, à nos enseignants, pour l'avenir de nos enfants et pour leur bien-être. Les rencontres menées entre les collectifs et le gouvernement de la République peuvent être une piste de solution. Il faut essayer de satisfaire les enseignants, même si ce n'est pas totalement, même à moitié, il faut quand même les satisfaire. Tout le monde est passé par ces gens-là. Ils ont utilisé une méthode pacifique pour que le gouvernement accède à leur doléance. Le gouvernement a bien fait de convoquer ce dialogue avec les acteurs du secteur éducatif, les responsables syndicaux et tout le reste, pour trouver un terrain d'entente. Et vous avez bien vu que pendant cette discussion, l'État s'est rendu compte de la profondeur du problème. Trouver un compromis serait une solution louable du fait que tout développement repose sur l'école. Oui, Achille, une réaction rapide. Ah ben, on a envie d'écraser une larme à écouter justement une réaction, un témoignage qui parle par exemple de la condition d'un enseignant. Un enseignant qui est incapable, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins élémentaires de sa famille. Ça fait mal. Ça fait mal et puis chacun, je crois que cette réaction-là a touché le cœur de chacun et j'ai l'impression que au gouvernement, ce sont des personnes. Ce ne sont pas des robots. Donc, ils ont bien écouté ce que ce type a dit. Et je crois qu'il faut tout faire pour que l'on ne vive plus des spectacles pareils. Pour que l'enseignant soit quand même quelqu'un de fier, qui est fier de son métier, qui présente la bonne image. Parce que à l'époque, les enseignants étaient des modèles. Hein. Et puis, ils le sont toujours. C'était des modèles. Non, écoutez, aujourd'hui, avec la situation qui prévaut, ce n'est plus facile de prendre pour... Quand on voit un enseignant qui va être là, qui est clochardisé là, vous voyez, ça ne donne pas envie. C'est pas un peu excessif aussi, hein? Non, je ne suis pas excessif, j'essaie de dire un peu, je dis un peu ce que cela représente. Et puis vraiment, essayons, je crois qu'on va essayer, j'ai bien espoir, hein, que le gouvernement va essayer de trouver une solution, surtout rapide, pour qu'on ne perde plus trop de temps. Parce qu'on a déjà trop perdu du temps et les effets sont suffisamment graves sur nos enfants. Eric? Oui, il y a des enseignants clochardisés, mais je vais dire également que la grande masse certainement ne l'est pas, parce que nous connaissons aussi des enseignants qui ont parfois bonne mine. Parce que ce métier, il faut le rappeler également, partout dans le monde, c'est un sacerdoce. Il faut louer le courage de ces hommes, de ces femmes qui s'engagent dans ce domaine-là. Ce n'est pas... On saurait payer le service d'un enseignant. Tout à fait. Aujourd'hui, les revendications, on l'a dit, c'est des revendications normales, classiques. Et je pense que dans les réactions du gouvernement, dans le communiqué qui a été dit, ce sera également l'occasion de revoir les problèmes liés à la carrière
des enseignants, liées au statut des enseignants, et c'est une bonne chose si nous pouvons construire un modèle camerounais des enseignants tel que nous l'envisageons pour nos enfants. Oui, je crois que je comprends vos préoccupations, mais je crois que vous savez, nous sommes dans un village planétaire. Et lorsque tout le Cameroun écoute par exemple comment les enseignants sont traités en Côte d'Ivoire, où tous vous avez suivi, et que ici, n'est-ce pas, c'est pratiquement la moitié de ce qu'ils ont comme salaire. Vous comprenez et il ne faut pas que le corps enseignant soit le seul métier qui soit un métier de sacerdoce, parce qu'ils ne sont pas allés au séminaire. Ouais. Non, je crois que toute chose, il faut toute raison garder, n'est-ce pas, traiter les travailleurs, traiter les fonctionnaires, les traiter pour qu'ils soient, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions, y compris les enseignants, pas seulement les autres corps de métier. Et c'est ça qui révolte les enseignants, parce que c'est la vérité, comme je vous dis, c'est ça qui révolte les enseignants. Il ne faut pas parler de sacerdoce lorsqu'on est entré dans l'enseignement, non, il faut qu'ils soient traités, n'est-ce pas, il faut qu'ils soient très bien traités. Et puis vous avez évoqué tout à l'heure le statut particulier des enseignants, il faut des textes d'application, des décrets d'application qui vont, parce que ce statut, pour le moment, il est creux. Le statut particulier, pour le moment, il est creux. Il faut donc, ça fait partie des revendications, il faut, n'est-ce pas, des décrets d'application pour que ce soit bien. La dernière chose que je vais ajouter, pour que ce soit bien, pendant que on est en train de faire des recommandations, pendant que la plateforme dont le ministère sont en train de faire des recommandations, il est souhaitable que, on l'a dit ici, c'est-à-dire que c'est un Vox Populi, ils l'ont dit tout à fait. Il faut absolument qu'il y ait, n'est-ce pas, un début de résolution financière, directe, physique, que tout le monde voit. Les négociations se poursuivent. Parce que nous sommes dans des problèmes exceptionnels. À problème exceptionnel, solution exceptionnelle. D'accord, mais les négociations se poursuivent. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le gouvernement a commencé à trouver des solutions avec vous. Tout à fait. Donc peut-être qu'il faudra... Je leur ai déjà dit que je restais, n'est-ce pas, disponible, n'est-ce pas, pour... faire avancer, trouver, n'est-ce pas, des solutions, étant donné que moi je veux que mes enfants reprennent l'école. Je veux que mes enfants reprennent l'école. C'est comme ça que tous les parents me l'ont dit. Ils veulent que les enfants reprennent l'école. On va passer au deuxième tableau de l'émission. Nous allons parler des Lions indomptables. Vous le savez bien, une nouvelle équipe d'encadrement technique est à la tête de notre sélection nationale. Cette équipe est conduite par Rigobert Son, secondé par Sébastien Migne, voilà. Il est entraîneur, sélectionneur adjoint, Raymond Kala, team manager, assistant coach Augustin Simon, c'est ça. Entraîneur des gardiens de but, Souleymane, préparateur physique, Raphaël Fèvre, analyste vidéo, David Baltaz. Alors, la question, je la pose aux spécialistes du droit international du sport. Avec la dénomination manager sélectionneur et entraîneur sélectionneur adjoint, est-ce qu'on est toujours dans l'esprit des décrets du 31 octobre 1972 portant organisation de l'équipe nationale de football et celui du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, ou tout au moins la convention qui a été signée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, parce que ça crée une confusion dans l'esprit des Camerounais. Merci de votre question. Alors le décret de 72, l'article 6 spécifiquement, parle d'entraîneur national sélectionneur. Donc, entraîneur national sélectionneur, c'est l'entraîneur qui est au-dessus des entraîneurs d'arrondissement, de département et qui a rang de chef de service de l'administration centrale pour le décret de 72. Et pour le décret de 2014, il y a à l'article 4, on parle de coordonnateur général. Donc, le coordonnateur général s'occupe des programmes et des activités des sélections nationales de football. Donc, il y a donc à l'article 5 aussi, quand on parle de l'équipe technique, les différentes équipes qui gèrent l'équipe nationale, et la convention vient donc préciser que le directeur technique de cette équipe s'appelle l'entraîneur sélectionneur, le sélectionneur national. Alors, ajouter manager,
ce n'est pas prévu par les textes. C'est pas prévu par les textes, mais manager peut signifier que le sélectionneur national a un rôle administratif plus important sur les programmes et sur les activités de l'équipe en tant que décideur. C'est donc... Mais il y en a qui ont estimé que cette dénomination pose problème parce qu'on ne sait pas qui fait quoi entre Rigobert Song. Je vais juste préciser que il y a donc, il faudra donc, parce que le coordonnateur général de l'article 4 du décret de 2014 est chargé de gérer le programme et les activités de la sélection nationale et il ressort de la FECAFOOT. Alors il faudra donc bien que dans le contrat du sélectionneur, que sa compétence managériale soit bien établie afin qu'il n'y ait pas doublon et que chaque personnel prévu par de la direction technique, prévu par les textes de 2014 qui sont en vigueur, parce que le texte de 72 a été abrogé par le texte de 2014. Il faudra donc que dans son contrat, puisqu'on ne va pas créer une nouvelle règle pour créer des compétences, il faudra donc que dans son contrat, que son domaine de compétences soit bien établi, puisque c'est une nouvelle appellation. Il faudra donc, je veux espérer qu'il n'y aura pas de doublon avec le coordonnateur général de l'article 4 du décret de 2014. La nomination de Rigobert Song vient mettre un terme, on va le dire comme ça, au jeu, le ping-pong entre la FECAFOOT et le MINSEP. On l'a observé ces derniers temps. Tout est maintenant parti pour la reprise du football, du championnat et des victoires que les Camerounais attendent. Le jeu de ping-pong, j'ai toujours pensé que c'est un point de vue médiatique. Parce que tout le remue-ménage qu'on a vu circuler dans mais les médias se sont servis des supports qui étaient mis à leur disposition. On a suivi les communiqués. Oui, lesquels? Il y a juste eu un communiqué, pas un communiqué, une lettre émanant de la FECAFOOT qui demandait au ministère des Sports de préciser des précisions. Et ce qui est tout à fait normal entre partenaires, c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est une démarche classique, normale, qui permet de dire que les deux instances collaborent sur la base de ce décret de 2014, qu'il faut le dire également, des conventions, de la convention 2015 qui a été signée entre la FECAFOOT et le ministère. Bon, beaucoup de gens ont fait du bruit pour attiser des flammes. À mon sens, il n'y a jamais de nuages. D'ailleurs, la preuve, c'est, vous avez vu la CAN qui s'est déroulée. Nous sommes après la CAN. Aussi, la CAN, on avait oui, mais engagement. Je pense que en tant que spécialiste, il faut se fier aux faits. Et les faits, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange, à moins que mes co-panélistes aient perçu cela. Je voulais justement m'adresser à Achille, dont le sourire semble dire qu'il ne partage pas votre opinion. La reprise du championnat professionnel, il a annoncé, Rigobert Song est à la tête de la sélection nationale. C'est la grande sérénité au sein de la famille du football? Je vais dire oui et non. Oui, peut-être parce que la nomination de Rigo à la tête de la sélection nationale vient rompre avec une certaine tradition. Et cette nomination vient satisfaire à l'appel de plusieurs Camerounais depuis un certain temps. La tradition voulait justement que ce soit toujours un expatrié qui soit à la tête de la sélection nationale. Voyez-vous? Et donc cette fois-ci, on a décidé de mettre un Camerounais. On a camerounisé le banc de touche du Cameroun, pour parler ainsi. Parce qu'à la tête désormais, c'est un Camerounais qui est Rigobert Song. Donc, moi je crois que sur ce plan-là, on a franchi un palier. C'est une bonne chose. Tous les Camerounais, ou tout au moins la majorité, a applaudi. Et maintenant, il sera question de juger le maçon au pied du mur. Et
quand on pose la question de savoir est-ce que les problèmes du football camerounais seront résolus, cette fois-là, ça ne peut pas être résolu d'un tour de bâton magique comme ça. Je crois que avec les championnats qui sont annoncés, la reprise des championnats annoncés, et avec ce comité transitoire du football professionnel à la tête duquel se trouve le général Pierre Semengue. Il est question, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi pourquoi la Ligue n'est plus revenue, pourquoi il ne revient plus à la tête de ce qu'on appelle la Ligue. En réalité, c'est parce que lorsqu'on évalue les dettes de la Ligue, c'est dans l'ordre des milliards. Lui-même a parlé de comité de normalisation de la Ligue. Voilà, effectivement, c'est dans l'ordre des milliards. Et si on reprenait les choses dans le sens, avec la dénomination Ligue de football, vous comprendrez que, vous comprenez que là, tous les créanciers devraient sauter chaque fois sur le peu de ce que la Ligue peut avoir dans son compte. Parce que, au regard de ces dettes, parce que il y a dette, quand on parle de dette, il y a en gros les loyers, les salaires des employés de la Ligue, voyez-vous. Et donc, entre-temps, il fallait faire jouer les enfants sur les terrains. Et c'était une parade. Le temps, justement, de normaliser la Ligue, comme l'a dit le général, il faut justement jouer. Et c'est la raison d'être de ce comité transitoire de football professionnel. Et maintenant, je voudrais aussi dire que pour revenir justement... La sérénité au sein de la famille. Oui, là, est-ce que c'est la sérénité? Je suis loin de dire oui, parce que jusqu'à présent, la crise qui date de 2013, parce que c'est à partir de 2013 que la crise a commencé, jusqu'alors, on n'est pas encore sorti, on n'est pas encore au bout du tunnel, parce que jusqu'à présent, des procédures restaient pendantes au niveau, n'est-ce pas, des juridictions nationales et internationales par rapport au football camerounais. Parce que quand on parle du football camerounais, c'est la sérénité. La sérénité doit commencer à la Fédération camerounaise de football. Et donc, s'il n'y a pas de sérénité à ce niveau, ce ne serait pas facile pour les dirigeants de cette fédération de travailler de manière... Mais il y a un nouveau président à la tête de la fédération. Évidemment. Les équipes sont en place, il y a un programme de travail. Tout le monde salue justement l'arrivée de Samuel Eto'o. Pourquoi vous pensez que ça ne va pas marcher? Non, je n'ai pas dit que ça ne va pas marcher, mais je dis tout le monde salue l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise de football, parce que on a dit enfin le football a été récupéré des mains de ça, c'est ce que on pensait que le football camerounais a été récupéré des mains de la mafia. Parce que, et oui, c'est le terme qui a été utilisé. Et donc, que les acteurs du football camerounais peuvent avoir le football désormais entre leurs mains. Et le destin du football camerounais se trouve entre les acteurs principaux. Et depuis que Samuel Eto'o est en place, on a vu beaucoup de choses qu'il a essayé de faire, et c'est à saluer d'ailleurs. Mais maintenant, il faut pouvoir assainir l'environnement. C'est-à-dire que essayer de faire taire les querelles. Et pour taire les querelles, il va falloir justement que son élection elle-même soit, comment je vais dire, légitimée. Valider. Moi, oui, parce que deux petits mots. Allez-y rapidement, parce que j'ai une question à... Oui, deux petits mots. C'est que la lecture que je fais d'abord de la note de nomination des managers et d'entraîneurs sélectionneurs. Peut-être que vous nous demandez, je crois que lorsqu'on parle de manager sélectionneur et d'entraîneur sélectionneur, ça veut dire que ce sont les deux là qui auront leur mot à dire quant à la sélection. Quant à la sélection du joueur qui doit entrer au stade pour évoluer, vous comprenez un peu? On ose l'espérer. Oui, parce que non, on leur a donné cette compétence partagée. Non, mais les compétences, on va attendre qu'on les installe et qu'on définisse clairement ce que les uns et les autres vont faire. Les compétences se trouvent déjà, n'est-ce pas, dans l'acte de nomination. Dans l'acte de nomination, il est clairement dit manager, sélectionneur. Maintenant, entraîneur, sélectionneur adjoint. Ouais. Donc, c'est lui globalisant, il a savoir le travail que fait chacun. Il a la compétence, il a le devoir d'entraîner, il a le devoir d'accompagner le sélectionneur en choisissant, n'est-ce pas, quels sont les meilleurs pour que le sélectionneur puisse les aligner. C'est ça qui est la question. Maintenant, en ce qui concerne le football, la fédération, où je crois qu'il faut
l'arrivée de Samuel Eto'o, il a dit que c'est une très bonne chose, mais il faut un plan de financement exact, un plan de financement, pas seulement du football, n'est-ce pas, du sport camerounais avec les infrastructures, un plan sérieux. Et je crois que c'est peut-être à mettre à son actif, c'est peut-être par sa présence que nous aurons la possibilité, si nous sommes bien, s'ils sont bien organisés, parce qu'il s'agit d'être bien organisés, étant donné que à l'Africa Foot, ils ont toujours été là à l'Africa Foot, et puis on sait que c'est une boîte de Pandore l'Africa Foot, parce que et que presque les mêmes reviennent à quelques exceptions près. Donc il faut, n'est-ce pas, un beaucoup plus de sérieux de la part des équipes dirigeantes de son football pour que le financement du football soit bien et ça permette aux enfants de bien jouer. Eric ne veut pas qu'on parle du jeu de ping-pong entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Nous, on a vu quand même un échange qui n'était pas très courtois par moment, ça il faut le dire. Mais c'est qui, oui, médiatique, c'est parce que ça a été mis. Qu'est-ce qu'on fait? Les médias s'en servent. À mon sens, c'est docteur Bekombo, je voudrais les médias. Je voudrais dire qu'on ne peut pas éviter, parce que ça nous intéresse quand même, ce problème de la double tutelle. Notre sélection nationale, FECAFOOT, c'est vrai, les textes sont clairs, mais dans la pratique, on a beaucoup de difficultés. Dans l'ouvrage que vous venez de publier, je parlais de cet ouvrage, l'État et l'équipe nationale de football au Cameroun. C'est celui-ci, il est préfacé par le professeur Massias Eric Onangini, publié dans les éditions La Matin du Cameroun. Vous dites, et dans d'autres cercles de réflexion, vous dites que l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais été la propriété de l'État. Oui. Depuis les années 1870. Non, l'équipe, il faut, pour comprendre ce qui se passe et régler la question du ping-pong, revenir à ce que les historiens du sport nous enseignent. C'est-à-dire que le football, depuis que ce sport a commencé à être structuré, en Angleterre particulièrement avec les lois de Cambridge en 1860, et le premier match international en 1872 entre l'Angleterre et l'Écosse, a été créé par un certain nombre de clubs anglais qui se livraient au football. Et ces équipes nationales ont été structurées par la voie associative. Et ces équipes nationales ont été mises en place par les clubs, par les fédérations, et qui, jusqu'à la création de la FIFA en 1904, avant la création de la FIFA en 1889, la création du CIO et les Jeux Olympiques, les équipes nationales ont été constituées dans le sens de participer à ces compétitions. Les États ne sont en rien concernés par la création des équipes nationales, même si ces équipes nationales participent aux compétitions internationales. Maintenant, les équipes nationales appartiennent donc aux fédérations et participent aux compétitions internationales. Et ces fédérations-là entretiennent des relations particulières avec leur État. D'accord? Nous avons donc un historique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette étude qui analyse pourquoi les conditions de l'adoption du décret de 72, après le fiasco de la CAN de 1972 et le décret de 2014 après le fiasco du Brésil, c'était dans l'image de marque du Cameroun qui était mise en jeu et que le pays voulait redorer le blason. Quand nous allons rapidement pour voir que les organisations sportives se sont constitués à partir des années 1989 et 1904 avec la création de ces organisations internationales. Il y a eu en 1990 donc le vent de démocratie sportive dans ces organisations-là qui faisait en sorte que les organisations internationales ont demandé aux fédérations de prendre en main un certain nombre de questions liées à la gestion sportive et administrative de leur sport. Donc, il revient maintenant à chaque pays, je vais assez vite parce qu'on n'a pas le temps, il revient à chaque pays d'entretenir des relations particulières avec la fédération nationale. Vous avez les sultanats, vous avez des royaumes comme le Qatar ou le Maroc, où la fédération est gérée par un membre de la famille royale. Et ça ne fait l'ombre d'aucun problème. Au Cameroun spécifiquement, je viens donc rapidement au Cameroun, la FECAFOOT a donc organisé un rapport particulier avec l'État. Avec l'État dans ce sens que au Cameroun, c'est le seul pays au monde où il y a des décrets spécifiques sur l'équipe nationale de football 1972 et sur les sélections nationales de football. Et le décret de 2014 précise bien que la gestion financière des sélections nationales est assurée par l'État.
Permettez juste que j'en vienne. Mais là, c'est Vous me donnez laissez qu'il termine. Laisse qu'il termine. À l'alinéa 2. Donnez-moi juste une minute pour conclure sur cette question. Peut-être je ne prendrai plus la parole. Alors, au niveau du Cameroun, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu le décret de 2014. Il y a eu le décret de 2014 parce que le décret de 72 donnait une intervention et une gestion exclusive à l'État. Or, les organisations sportives internationales demandaient, avec la démocratie sportive en 1990, que les fédérations gèrent l'équipe nationale. C'est la raison pour laquelle, sous cette pression, l'État a donc été obligé de concéder la gestion de l'équipe nationale. Il n'y a pas une double tutelle sur l'équipe nationale. La tutelle du ministère des Sports s'exerce sur la fédération sportive en tant qu'association. Il y a eu l'agrément. Sur l'équipe nationale est l'équipe nationale de la fédération sportive parce qu'il n'y a équipe nationale que parce que cette équipe-là participe aux compétitions de la FIFA. Il faut que les choses soient bien claires à ce niveau-là. À ce niveau-là. Maintenant, au niveau du Cameroun, laissez-moi juste finir. Au niveau du Cameroun, nous avons donc une relation particulière avec cette équipe nationale qui se manifeste donc par ces décrets qui démontrent clairement que l'État cogère l'équipe nationale. Et le décret de 2014 venait donc régler un certain nombre de problèmes précis parce qu'il y avait des conflits de compétences. Et ce décret donc a réglé ces questions-là en plus de la convention de 2015. Il n'y a pas ping-pong comme vous l'avez dit parce que effectivement le ministre a donné une opinion. Il n'a pas donné un avis. L'avis est écrit. Il a donné une opinion. Et maintenant, le choix de la sélection, tout ce qu'on peut dire, les médias peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre, c'est que nous avons une tradition au Cameroun de la nomination de l'entraîneur sélectionneur qui vient de la présidence de la République. C'est une coutume, c'est une coutume sauvage, c'est-à-dire que c'est une coutume qui n'est pas consacrée par un texte. Ouais. C'est une pratique coutumière. Ça n'enlève pas que quand la fédération n'est pas d'accord, elle peut donc exciper auprès de la FIFA de son droit de gérer l'équipe nationale. Il faut que ça se soit dit de manière claire. Et je voudrais juste finir pour dire aux acteurs du football au Cameroun qu'il y a à la fédération de football, avec l'arrivée du nouveau président, un vent nouveau qui arrive. Le vent nouveau qui permet qui veut que on discute avec tout le monde, qu'on essaye de rassembler les contraires. Et je pense que ça ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Je pense que nous tous, on peut être d'un camp ou l'autre, mais il faut quand même reconnaître que ceux à qui on ne donnait pas la parole avant, ils peuvent déjà dire quelque chose. Ils sont même invités à la table de la discussion. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser pour que nos téléspectateurs comprennent bien que le décret du 26 septembre 2014, justement, parle justement, dans son article 3, dispose que la gestion technique administrative de l'équipe nationale est de la compétence de la FECAFOOT. Oui. Mais ce même décret, l'État a donné, mais s'en va retirer quelque part avec cette convention. La convention, attendez, où on vient dire que maintenant, l'État, par rapport à la nomination de l'entraîneur, l'État peut recruter un entraîneur et mettre à disposition de la FECAFOOT. Attendez. Ce n'est pas dit dans le décret. Non, j'ai dit dans la convention, pardon. Dans la convention. Je parle de la convention. La convention. Attendez, je parle de la convention du 5 février 2015. Oui. Justement, l'État, a cette possibilité de recruter un entraîneur et de mettre à la disposition de la fédération. Et c'est ce qui s'est passé régulièrement depuis Paul Le Guen. Et chaque fois, lorsqu'il faut limoger un entraîneur, vous voyez d'où part la décision. Par exemple, Seedorf et Kluivert, vous avez vu d'où est partie la décision. On a eu accès quand même à des documents. Et parlant justement du renouvellement du contrat de Conceição, c'est depuis le 13 août qu'on a demandé au ministre des Sports de renouveler son contrat. Et c'est parti de la présidence de la République. Et donc, vous comprenez donc que c'est le ministère des Sports qui peut recruter un entraîneur et mettre donc à disposition la FECAFOOT. Et maintenant, la FECAFOOT, au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord que le principe veut que ce soit la FECAFOOT qui gère l'équipe nationale de fond en comble. Mais du fait que la FECAFOOT, sur le plan financier, dépend de l'État. La FECAFOOT ne va que s'accrocher ou bien se mettre en droit, en droit de ligne par rapport à ce que l'État décide. Et aujourd'hui, avec l'arrivée justement
de cette nouvelle donne à la Fédération camerounaise de football. Je crois que c'est je ne veux pas appeler ça combat, mais je veux dire c'est un processus pour pouvoir reprendre l'équipe nationale, parce que il faut le dire, le Cameroun a, tout au moins la Fédération camerounaise de football, si elle est bien organisée et bien gérée, elle est capable justement de supporter la gestion financière de toutes les 11 sélections nationales sans avoir besoin d'un radis de l'État. Et aujourd'hui, l'État se bat, je veux dire, la FECAFOOT se bat justement à autonomiser la FECAFOOT dans ce sens pour rester dans les canaux de la Docteur Bekombo semble ne pas partager totalement. Je veux ajouter quelque chose. Oui. Il faut que les choses soient bien claires. Si la FECAFOOT n'engage pas l'équipe nationale dans les compétitions de la FIFA, l'équipe nationale ne jouera pas ces compétitions. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas l'État qui engage l'équipe nationale dans les compétitions de la FIFA. Il faut que les choses soient bien rappelées. Les textes du Cameroun, la Convention dit clairement à l'article 8 que c'est la FECAFOOT qui fait toutes les recherches et soumet cette recherche-là à l'avis obligatoire du ministre. L'avis obligatoire, c'est pas l'avis conforme. C'est-à-dire l'avis obligatoire n'est pas l'avis conforme. L'avis conforme, c'est-à-dire que celui qui a la compétence doit suivre les instructions de l'autorité de tutelle. Vous comprenez donc on dit la même chose. Permettez juste que je finisse. C'est-à-dire que effectivement, vu le texte, la FECAFOOT peut bien sélectionner un entraîneur, soumettre à l'avis conforme du ministre et ne pas suivre l'avis du ministre. Puisque ne pas soumettre à l'avis obligatoire du ministre. L'avis obligatoire, où on fait appel à candidature et on recueille les candidatures des entraîneurs à la FECAFOOT pour ressortir une shortlist qu'on envoie au ministère des Sports. C'est le ministère qui a la charge. C'était comme ça. Permettez-moi juste de finir une seconde. Permettez-moi juste de finir une seconde. Tel que les textes sont écrits, il vaut mieux que le consensus entre la fédération et l'État continue à perdurer, que cette praxis continue à perdurer, parce que de toute façon, de par les textes, la FECAFOOT a plus une capacité de nuisance par rapport à la participation de l'équipe nationale dans la scène internationale, une capacité de nuisance appuyée par les textes de la FIFA. N'oubliez pas que le décret de 2014 vient après plusieurs... n'est pas hors du Cameroun. Permettez pas que un adversaire du Cameroun. On va continuer tout à l'heure. Le Cameroun... Donc on va continuer. Pour pouvoir nuire au Cameroun. Le Cameroun a son mot à dire sur les choix opérés, parce que le sport, vous le reconnaissez, c'est un fait social total qui met en relation plusieurs acteurs. L'interaction est forte dans ce domaine-là. C'est un phénomène qui relie les gens au-delà des différences, des identités que nous connaissons tous. Et Joël Egor Abanda a recueilli quelques avis qu'il partage avec nous. La bande à Rigobert Sambanac aura son galop d'essai le 24 mars prochain face à l'équipe nationale de football de l'Algérie. Le match aller du second tour éliminatoire de la Coupe du monde de football Qatar 2022 va permettre au nouveau staff technique des Lions indomptables de faire ses premiers pas. Ça fait 2 Coupes du monde où nous n'avons pas participé et nous pensons qu'avec tout ce que nous avons pu relever, nous avons les moyens pour pouvoir nous qualifier pour cette Coupe du monde. Et ces moyens, nous devons les mettre en valeur, à commencer par les atouts offensifs. Rigobert sont hauts, la rage de vaincre, on le sait. Et c'est quelqu'un qui dégage un peu le fighting spirit. Donc je pense que il va transmettre ça à ses joueurs, à ces jeunes joueurs-là. Et l'atout surtout principal, c'est que c'est déjà un groupe qu'il va certainement renforcer. Il faudra produire du bon jeu et un bon résultat face au Fennec. Et ce sera avec l'apport des autres membres du staff technique, chacun son poste. L'ancien footballeur français Sébastien Migné, avec son expérience du football africain, sera l'un des atouts de cet encadrement technique des Lions indomptables. Il avait déjà affronté les Verts en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte. Sébastien Migné était alors à la tête de l'équipe nationale de football du Kenya. Le sélectionneur adjoint
qui est là, a roulé sa bosse en Afrique. Je pense que c'est un atout, lui également, qui a eu à travailler avec un homme expérimenté de l'Afrique, donc Claude Leroy. La somme de ces compétences-là va le permettre justement à aider cette nouvelle génération qui doit aussi écrire son histoire. D'anciens lions indomptables qui ont du vécu et qui connaissent déjà la plupart des joueurs de la sélection camerounaise de football apporteront un nouveau souffle et une nouvelle dynamique. Les Camerounais Raymond Kalankongo, Augustine Simo et Souleymane s'apprêtent alors à rentrer en jeu lors de cette confrontation face à l'Algérie. Il faut maintenant que le nouveau staff qui est là puisse vraiment, avec Rigobert Song, les transmettre les valeurs de l'équipe nationale. En attendant le 24 mars prochain, l'entraîneur sélectionneur Rigobert Song-Bahanak et son staff ont déjà engagé la détection et le rapprochement avec certains joueurs camerounais jouant dans les clubs européens. Alors, Eric, ce débat sur... on est d'accord qu'il n'y a pas de double tutelle. Le docteur nous a expliqué, c'est peut-être un abus de langage. Il n'y a pas de double tutelle. Mais le Camerounais qui regarde les choses se dérouler... Les médias font... relaient simplement, Eric, les médias relaient simplement ce qui est les faits. Non, mais vous savez, le jeu des médias, n'oubliez pas que les médias se font intéressants à travers les sujets qu'ils créent aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que la règle, la loi est stricte et claire à ce niveau. Il y a également une coutume qui est là, qui montre qu'au plus haut sommet de l'État, on est intéressé par les affaires de football, le sport roi, qui permet de créer une reliance sociale, de mettre tout le monde d'accord. Vous avez vu même dans la forme de désignation de ce nouveau staff, comment les choses se sont faites en musique. Vous avez une instruction, très haute instruction, qui est arrivée au ministère des Sports, qui a tout de suite informé son partenaire, la FECAFOOT, pour dire voilà ce que le sommet de l'État a pensé des profils que le sommet de l'État a retenus pour encadrer l'équipe. Et on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, notamment la prise de service et puis les contrats qui vont être définis à l'intérieur. C'est pour dire que il faut qu'on reste serein pour ne pas s'emballer dans les débats médiatiques. D'accord, mais on est dans le domaine de la géopolitique du sport. On a cette tendance aujourd'hui, les États veulent s'affirmer, ils veulent affirmer leur puissance dans ce domaine-là. Ils ne veulent rien céder. Est-ce que la situation actuelle au Cameroun, précisément, ça n'arrange pas l'État? Arranger l'État dans quel sens? Arranger l'État où il y aura toujours quelque chose à dire. La fédération n'a pas total, même si le texte le reconnaît. Tu peux dire quelque chose avant que l'expert en question ne parle. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que en matière de football, si l'État est autant impliqué, c'est parce que le football est un sport particulier qui charrie autant, n'est-ce pas, une certaine popularité, mais également un certain nombre de moyens. Et comme l'État, de moyens financiers, je veux dire, et comme l'État, c'est l'État qui met les moyens financiers de l'équipe nationale, et toutes les équipes nationales, toutes les équipes nationales, parce que dans toutes les autres fédérations, c'est parce que, en ce qui concerne le football, l'État est beaucoup plus regardant, parce que même dans les autres fédérations, c'est toujours l'État qui s'occupe de nos équipes nationales. Alors ma question, donc cette position de l'État... Je veux vous dire, quand vous regardez le contrat de l'entraîneur sélectionneur, par exemple celui qui est parti, c'est Conceição, on dit le gouvernement de la République, ça dit que on ne dit pas la FECAFOOT, on dit, écoutez, lisez le contrat, mais on dit le gouvernement de la République. Qu'il y a un vent nouveau qui souffle du côté de la fédération, où nous avons désormais des personnes qui peuvent nous aider à donner à notre football une image autre que les débats. Au-delà du vent nouveau, avant qu'il n'intervienne. Qui rassemble aujourd'hui tous les acteurs et qui fait jouer le championnat qui a le côté diplomatique
Il y a Alors, surtout le côté laissez que dans le sport, parce que le sport, c'est déjà... Le football, c'est désormais une arme de diplomatie. Laissez que le docteur Bekombo... Merci, monsieur Séverin. Déjà, en ce qui concerne les contrats et l'accueil du coach, je vais espérer que dans la logique de la géopolitique du sport que vous aviez indiqué, que la cérémonie de signature du contrat du coach Rigobert Song soit à la hauteur de la cérémonie de signature des contrats des autres entraîneurs que nous avons reçus, au moins pour montrer que la solennité, oui, tout à fait, cette solennité elle est très importante, parce qu'il y a quelques semaines vous avez vu l'inauguration d'un stade à Diamniadio au Sénégal, où le Sénégal s'est placé dans l'espace international comme un pays qui est capable d'organiser des compétitions internationales en invitant des personnalités du monde, alors que le Cameroun a des infrastructures sportives qui sont capables de concurrencer cette infrastructure sportive-là sans avoir fait ce lobbying international, ce marketing international. C'est ça la géopolitique du sport, et c'est cela. Nous avons nommé Rigobert Song-Bahana comme manager sélectionneur national. Il faudra qu'il y ait une cérémonie, comme on a organisé les cérémonies des autres, qu'il ait un contrat bien clair, et que ce ne soit pas fait comme on le fait d'habitude pour les autres. En ce qui concerne, ça fait partie des éléments de cette géopolitique pour montrer que le Cameroun, et même dans l'optique de la double confrontation avec l'Algérie, pour montrer que le Cameroun est un pays sérieux et que la nomination n'a pas été une nomination, comme je l'ai entendu tout à l'heure, juste pour camerouniser le poste, ce qui n'est pas vrai, parce que il y a eu des Camerounais à la tête de cette équipe. Ce n'est donc pas par effet de Ils ont plus assuré l'intérim. Permettez juste que je finisse. Les Camerounais qui ont été à la tête. Vous permettez, s'il vous plaît. Allez-y. On a donc, dans la logique géopolitique que vous indiquez, en géopolitique, les symboles sont très importants. Les symboles pour montrer sa force, pour démontrer que le Cameroun prend date avec la compétitivité. La compétitivité internationale est très importante. Le pays doit, comme on a conçu les infrastructures sportives, à plus de 780 milliards, il faudrait que le Cameroun quitte la zone de pays qui reçoit, qui va participer aux compétitions internationales. Qui organise aussi. Pour entrer dans la géopolitique de ceux qui organisent. Donc, il est question pour les acteurs du sport national de pouvoir organiser toutes les compétitions de toutes les disciplines sportives, parce que ce sont des complexes sportifs, non seulement des stades qu'on a construits. On voudrait avoir des championnats de toutes les disciplines sportives, de toutes les catégories organisés au Cameroun. Ça passe donc par une stratégie claire du gouvernement à court, moyen et long terme pour organiser des compétitions sportives d'envergure dans notre pays. Et ça demande des moyens. On a vu le président de la fédération actuellement mobiliser les sponsors. Tout à fait. Il a cette capacité de mobiliser vraiment à l'international également toutes ces forces qui vont nous donner encore plus de puissance. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut s'en réjouir qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Mais je voudrais préciser à la suite que ça marche. On est camerouniser le banc de touche des Lions indomptables. Dans l'esprit de ce que je disais, c'était pour indiquer que tous ces entraîneurs qui arrivent au Cameroun ne sont pas spéciaux. Ils ont fait les mêmes écoles que nous, que des Camerounais que nous connaissons tous ici. Et donc, on a aussi la possibilité de leur donner cette sélection pour qu'ils fassent leur preuve. On a encore deux petits arrêts. Le temps que Daniel, qui, je le vois à travers le moniteur de contrôle, nous attend dans la salle attenante. Nous allons prendre la revue de la presse parce qu'au-delà des sujets que nous avons évoqués, il y a d'autres faits d'actualité qui ont été traités par les journaux. Nous retrouvons Franck Evina pour les faits d'actualité cette semaine. Et Kondo-Titi, désormais ville cruelle aux yeux du Messager. Cette semaine, un attentat survenu dans cette localité du département d'Indien, région du Sud-Ouest, a coûté la vie à 7 personnes, affirme le journal de Fepius Ndjaoui. Parmi les victimes, un sous-préfet et un maire précisent la nouvelle expression qui ajoute que les deux autorités et des membres de leur délégation sont tombés dans le piège des terroristes séparatistes. Un attentat à l'explosif qui, selon mutation, a décapité Kondo-Titi.
Le vent d'indignation traverse aussi le journal de Post et le journal de Guardian Post. La Voix du Centre relate également cette nouvelle scène d'horreur. Dans le quotidien Le Jour, la grève des enseignants et la position de la classe politique. Le quotidien Bleu raconte le quotidien de ces seigneurs de la craie en détresse. Selon le journal d'Aman Mana, les vacataires aussi subissent le même sort. Constate la nouvelle expression, cette fois, les enseignants ont adopté une formule de revendication plus pernicieuse, bien que moins bruyante. Le journal pense en effet que cette grève est susceptible de détruire profondément l'avenir de la jeunesse camerounaise si le gouvernement ne prend pas rapidement ses responsabilités. Heureusement, le dialogue reste ouvert, indique Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national explique en effet qu'après le secondaire mardi, le secrétaire général des services du Premier ministre a rencontré les syndicats d'enseignement de l'éducation de base. Objectif de ces concertations précises, Cameroun Tribune, trouver des solutions concrètes aux préoccupations soulevées par les enseignants. Et peut-être que bientôt, ils souriront, comme les chefs de terre bénéficiaires de cette dotation spéciale du chef de l'État. Le soir parle d'une quarantaine de véhicules distribués à certains préfets et sous-préfets par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Le quotidien est émerveillé devant cette carrosse fringante pour la préfectorale. Pour Réalité Plus, cette dotation est la preuve de la constante sollicitude du chef de l'État envers les chefs de terre. La revue de presse était sur la scène. Nous retrouvons donc Daniel Menanga qui est tout à côté pour une des journaux qui vont paraître ce lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Séverin, bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs et également. L'actualité cette semaine, on le devine, c'est avec l'actualité sur les enseignants qui continuent, les débats qui se poursuivent. Intégration, c'est Repères qui parle d'intégration des enseignants. Plus de 8000 dossiers en souffrance à la fonction publique sous pression. Je cite, le ministre Joseph Lé se donne 15 jours pour régulariser la situation des milliers de personnes en attendant le syndicat national Entente des enseignants publics contractuels du Cameroun, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation et le collectif de cadres de jeunesse et d'animation ont signé le 3 mars un communiqué commun appelant des enseignants à faire bloc afin de mener à bien la grève en cours dans les établissements scolaires. C'est un rappel donc. Et grève des enseignants, les visages hideux de l'insurrection à lire également dans les colonnes de Repères, Mutation parle d'intimidation des enseignants, le glaive contre la grève, le jeu trouble des chefs d'établissement, des autorités administratives et des forces de l'ordre face au mouvement on a trop supporté. C'est à lire dans les colonnes de Mutation ce lundi. Et CoNews parle de tout à fait autre chose à présent et rouvre le débat sur les crypto-monnaies qui présenteraient des risques avec, pour illustrer cette affirmation, un avis d'experts à lire donc dans EcoNews. L'économie report parle également, bien évidemment, d'économie, évaluation. Pourquoi les entreprises publiques peinent à être performantes? Les raisons ont été données au cours de la conférence annuelle des services centraux déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances qui s'est tenue le 25 février 2022 à Yaoundé. Le quotidien parle d'un débat qui touche également beaucoup de Camerounais. Lumière sur les zones d'ombre et plan de riposte gouvernementale. Le quotidien national bilingue en parle également ce lundi. Perturbation Cameroun Tribune. Perturbations dans la fourniture en énergie électrique, les mesures correctives, l'accroissement de la production des centrales hydroélectriques de Son Loulou et des DA, la réactivation et la mise en service de toutes les centrales thermiques du réseau interconnecté Sud, la réduction en soirée de l'alimentation de certaines industries. Ce sont, entre autres, les actions prescrites par le gouvernement pour un retour à la normale envisagé pour la fin du mois de mars 2022, courant donc.
Et Cameroun Tribune qui propose de relire ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi. À la suite, dans l'actualité également, à lire ce lundi Ecomatin Zone CEMAC, le Cameroun, premier partenaire commercial de la France et insécurité alimentaire, le spectre de la famille qui plane donc selon Ecomatin dans la région de l'extrême nord. Intégration parle de la crise en Ukraine, la mitraille africaine, bien qu'extérieure au conflit, l'Afrique qui représente au moins 25% à l'Assemblée générale des Nations Unies pourrait en profiter pour balayer les duperies. Je cite, géopolitique, les mots afin de se procurer ce dont elle a terriblement manqué depuis au moins un siècle, le droit d'exister comme arbitre sur la scène internationale. C'est le directeur de publication d'intégration qui le dit. Et puis également cette actualité, BAC 2022, le MINSEC compose à rebours la réussite. Et bien évidemment, on retrouvera l'actualité dans d'autres journaux sur les préparatifs de la 37e édition de la Journée internationale de la femme qui va se commémorer mardi prochain, c'est vrai. Daniel, merci et déjà bonne fête de la femme, le 8 mars. On verra les femmes. Alors, mesdames, messieurs, loin de nous la prétention d'avoir épuisé le débat autour des sujets que nous avions sur la table cet après-midi. Vous continuez la discussion à la maison, bien sûr, avec nous. Merci à nos invités qui ont accepté d'être là. À vous également, merci. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.